Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux expériences numériques et immersives dans le patrimoine. Donc, on est très content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un webinaire de présentation d'une étude qui a été menée dans le cadre du programme Réinventer le patrimoine que Valère Rousseau, ici présent, pourra présenter. Donc, cette étude a été menée par un cabinet qui s'appelle Correspondance Digitale. Donc, Antoine Roland, qui est le représentant aujourd'hui de ce cabinet, pourra voilà, nous faire un panorama de cette étude. Et puis, dans un deuxième temps, on aura un temps avec un petit peu plus des témoignages, des retours d'expérience. Donc, merci à Frédéric Saint-Paul d'avoir répondu présent pour nous présenter Musique Aventure de l'abbaye aux Dames de Saintes. Et également, on aura un petit témoignage du musée de la Marine et notamment de l'expérience de la boussole avec Chloé Chassepoul. Et puis ensuite, on aura un temps dédié à tous les autres témoignages qui seront bienvenus pendant un petit temps d'échange qu'on prévoit à la suite de ces deux témoignages. Donc, si vous avez mené des expérimentations sur le numérique, sur l'immersif de votre côté, ça sera l'occasion de nous en parler un petit peu plus. C'est un webinaire qui se veut assez interactif sur cette deuxième partie de webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est entre membres du pôle culture. Donc ça sera vraiment l'occasion de revenir voilà, sur les bonnes pratiques, sur les difficultés rencontrées. Donc voilà, et puis on aura à la fin une petite conclusion aussi pour terminer. Donc c'est un webinaire qui va durer à peu près 1 heure, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, on part sur 1 heure et je vais laisser tout de suite la parole à Valère Rousseau pour l'introduction de Réinventer le patrimoine. Ouais, merci Louisa. Bah, écoutez, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Avant de effectivement laisser la parole à Antoine qui va rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter quelques mots rapidement sur le contexte de l'étude et puis les objectifs qu'on s'était fixés. Alors, ces travaux ont été réalisés dans le cadre de Réinventer le patrimoine, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un programme d'ingénierie animé par Atout France depuis 4 ans et qui réunit aussi la Banque des Territoires et l'État, représenté par l'ANCT et le ministère de la Culture. Donc au sein de ce programme, en fait, on accompagne l'émergence de projets d'investissement touristique dans des sites patrimoniaux. Si on va vite, on le fait de 2 grandes façons. D'abord, chaque année, on apporte un appui en ingénierie à des projets de reconversion patrimoniale partout en France. Si on revient peut-être sur la diapo, Louisa. Ouais, voilà, là, vous voyez là, à gauche des exemples de sites qu'on a pu accompagner. Et donc, on les accompagne en les aidant à définir leur projet de valorisation, et puis en la faisabilité, et puis en organisant la rencontre avec des propriétaires publics et puis des exploitants privés qui vont gérer les activités touristiques dans ces sites. Et puis, deuxième grand pan d'activité, on anime un centre de ressources en ligne qui est ouvert gratuitement à tous les porteurs de projets pour apporter voilà, des outils, des bonnes pratiques en matière de reconversion touristique du patrimoine sur des sujets principalement de modèle économique, de méthodes de gestion de projet et puis de réflexion sur les usages qui peuvent entrer dans des sites patrimoniaux. Vous avez là une rosace avec une réflexion sur voilà, toutes les activités possibles. Voilà. Et l'étude dont on va parler ce matin se trouve dans ce site, dans ce centre de ressources qui est sur le site réinventerlepatrimoine.fr. Voilà, donc pour ce qui est des offres numériques et immersives, on a de plus en plus de lauréats en fait sur le terrain qui nous interrogeaient sur l'opportunité de développer des offres. On a regardé et en fait on était assez surpris de voir qu'il y avait assez peu de littérature sur le sujet, alors que la filière elle est en plein boom depuis quelques temps. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de réaliser une étude dédiée. On l'a confiée à l'agence Correspondance Digitale, ce qui est spécialiste et qui voilà, s'est entouré d'un comité d'experts. Donc, Antoine Roland, voilà, qui représente tout ce groupement, avec l'idée voilà, de décrypter cette filière et puis d'apporter des clés de compréhension à destination d'élus, de porteurs de projets et de professionnels du tourisme au sens large. Voilà. Donc les objectifs de l'étude, si Louisa, si on peut passer à la diapo, à la deuxième diapo. Les objectifs, c'était voilà, d'aider
à comprendre dans un premier temps déjà l'organisation de la filière, voilà, qui explose, les formes que ces expériences peuvent prendre. C'était ensuite de présenter des solutions existantes dans des lieux culturels et de patrimoine, de voir comment elles sont développées, comment elles sont gérées. Et puis, c'était assez concrètement d'apporter de la méthode aussi, des outils à des porteurs de projets voilà, qui voudraient se lancer. Et donc, ça se traduit par trois types de livrables, on va dire. Donc, un panorama des usages, pour comprendre un peu la filière, qui sont les acteurs, comment ils interagissent entre eux. 15 fiches benchmark, très détaillées, chiffrées. Et j'en profite pour remercier Frédéric Saint-Paul de sa présence et de son retour d'expérience sur l'abbaye aux Dames de Saintes, qui fait partie de ces exemples. Et puis, 3 fiches pratiques qui présentent les 3 temps du projet, de la conception, de l'exploitation et de l'évaluation, pour donner un petit peu des clés aussi pour se lancer à des porteurs de projets. Voilà. Je vais terminer simplement en disant qu'on a essayé de circonscrire un peu le champ de l'étude, parce qu'on peut partir effectivement dans tous les sens. On s'est concentré sur des offres qui sont in situ, qui sont vraiment dans des sites patrimoniaux. On a exclu tout ce qui était métavers, par exemple, et on s'est concentré sur des offres qui avaient vraiment une offre comment dire, commerciale structurée. Bon, voilà, on a une tarification qui peut prendre là aussi différentes formes, mais voilà, on a essayé de se concentrer sur les offres qui pouvaient participer à l'animation d'un site patrimonial. Voilà. Je m'arrête là. Je laisse la parole à Antoine, du coup, qui va présenter le panorama général du coup de l'étude et de la filière. Antoine, je vous laisse la main. Merci beaucoup Valère, merci Louisa aussi pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous propose peut-être de dresser un petit peu le panorama de l'étude et d'échanger avec vous déjà en fait bien préciser le périmètre, quels ont été en fait finalement les cas d'études qu'on a analysés et ensuite je partagerai avec vous différents enjeux, différentes tendances pour bien voir quels sont ces projets, quels sont les acteurs et quels sont en fait les grands défis auxquels ils se confrontent sur ces sujets-là. Avant d'échanger avec Frédéric Saint-Paul plus spécifiquement sur un retour d'expérience qui sera ensuite complété effectivement avec des retours d'expérience notamment du Musée national de la Marine, comme l'a dit Louisa. Donc déjà, en fait, par rapport au panorama, ce qui semblait important dans l'approche que nous a confiée Réinventer le patrimoine, c'était d'avoir une diversité de lieux pour montrer à quel point déjà, en fait, le secteur patrimonial est extrêmement riche. Il y a énormément de monuments très, très variés présents de partout en France qui se lancent dans des expériences immersives. Donc, on a voulu avoir une diversité territoriale, une représentativité territoriale très forte. Une représentativité aussi de différentes formes de lieux patrimoniaux avec des gouvernances différentes, publiques, privées. Donc, vous avez aussi bien, par exemple, des lieux comme le château de Beaugency dans la Loire, qui est plutôt en fait géré par une SCI, donc de façon privée, et d'autres qui sont plus publics, type le musée Antoine Vivenel. Alors, on a voulu aussi avoir une diversité en fait de projets, une représentativité de projets, et donc on allait chercher des exemples qui traitent aussi bien de l'immersion sonore, on en reparlera avec l'abbaye aux Dames notamment, qui traite de, par exemple, tout ce qui est vidéoprojection, vidéo mapping. Là, je vais revenir un petit peu après en vous montrant quelques exemples pour que ça soit un peu plus parlant, avec le château de Beaugency, là aussi, avec des expositions immersives vidéo projetées, comme par exemple l'Atelier des Lumières à la Céline Royale d'Arc-et-Senans, en Bourgogne-Franche-Comté, avec aussi des expériences en réalité virtuelle, comme par exemple avec la bibliothèque humaniste de Célestat, avec une proposition en fait, d'expérience en réalité virtuelle avec un casque. Donc voilà, de montrer finalement cette pluralité, et même des planétariums aussi avec la coupole par exemple de Saint-Omer. Donc de montrer vraiment une pluralité de lieux, une pluralité de projets. Donc si vous voulez passer à la slide suivante, donc en termes de projets, on le voit, on a en fait, on va dire, pour synthétiser, 3 grands types de projets. Tout d'abord, en fait, une immersion qui est provoquée par finalement l'augmentation d'un parcours de visite. C'est-à-dire qu'on va augmenter sa visite par du numérique, par tout un ensemble d'interactions. Donc, ces parcours augmentés, l'idée, c'est de pouvoir enrichir la visite d'un monument par exemple,
l'utilisation d'un smartphone, par l'utilisation en fait d'un casque audio, d'un casque aussi qui permettent de superposer par exemple des éléments audiovisuels à sa visite. Donc on a tout un ensemble d'exemples comme ça qui font appel au numérique pour pouvoir augmenter le parcours de visite. Donc à titre d'exemple, vous avez la citadelle souterraine de Verdun qui a fait appel dans un parcours de réalité mixte donc à une technologie pour superposer en fait par exemple une reconstitution historique de la citadelle de Verdun et faire revivre l'histoire en visitant celle-ci. Il y a aussi une deuxième chose, c'est l'interaction avec le positionnement du visiteur. C'est-à-dire que dans l'immersif, on est toujours à la conjonction entre un espace, un visiteur et une narration. Et bien là, par exemple, on a le musée Antoine Vivenel qui a travaillé en fait sur tout un récit qui permet, dans le cadre d'un espace d'interprétation, de pouvoir découvrir donc c'est des différentes couches mémorielles et historiques du parcours dans ce cadre-là. Et enfin, l'appel à tout un ensemble aussi de procédés, de réalité augmentée, réalité mixte, sonore ou de projection, qui permettent aussi d'enrichir la narration et les espaces. Alors, pour préciser un peu tout ça et que ça soit plus clair, je vous propose en fait de revenir peut-être sur ce qu'on appelle l'immersion, parce qu'on en parle un petit peu, mais je pense que ça va être plus éclairant avec les slides suivantes. L'idée en fait des projets immersifs qu'on a souhaité analyser, c'est deux formes d'immersion. La première, en fait, c'est une immersion qui est travaillée parce qu'on va en fait équiper des espaces. Et la deuxième, qui va être travaillée, en fait, c'est en équipant le visiteur lui-même. Donc sur cette première forme d'immersion, l'idée, en fait, c'est de troubler ou d'augmenter l'essence d'un visiteur en proposant de superposer à l'espace qu'il visite un ensemble d'éléments audiovisuels. Voilà. Donc typiquement, ça va être sous la forme de projections qui permettent de vivre une expérience dédiée multisensorielle. C'est le cas, par exemple, du parcours augmenté à Pressoria, qui est une cité du vin de Champagne qui propose une visite multisensorielle, en fait, via différentes dimensions autour de la culture viticole. On a, en fait, des espaces dédiés qui vont être équipés spécialement et qui vont permettre une immersion, par exemple, dans l'architecture. C'est le cas de la saline d'Arc-et-Senans, la saline royale d'Arc-et-Senans, qui accueille un centre de lumière et qui propose, en fait, de vidéo-projeter d'autres sites UNESCO, à l'instar de la saline, pour pouvoir, en fait, finalement étendre la visite et découvrir d'autres sites inaccessibles dans le cadre de cette visite, ou ça va être par exemple des propositions événementielles, ici la Corderie Royale de Rochefort, qui en nocturne, de façon estivale, propose un parcours vidéo mappé, donc en projection sur le bâtiment, et qui permet comme ça en fait de découvrir l'extérieur, enfin de projeter sur le bâtiment des liens avec les collections, dans le cadre d'un parcours qui s'appelle Oceana Lumina, et qui va mettre en avant une approche plus enchanteresse, plus esthétique, en fait, finalement, de ces collections en proposant ce parcours nocturne féerique. On a en fait une deuxième forme d'immersion où là, on ne va pas équiper les espaces, mais on va équiper en fait le visiteur. Donc ça, c'est juste après. Donc l'équipement du visiteur, il peut toucher, en fait, pour le coup, tout un ensemble de sens. Donc c'est effectivement juste la slide d'après. Donc, ça va être par exemple donc l'ouïe avec des parcours sonores. Là, ici, vous avez un exemple de ce dont on va parler avec Frédéric Saint-Paul tout à l'heure, c'est le parcours sonore de l'abbaye aux Dames, qui est un parcours sonore en 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que le son qui est proposé en fait, dans le casque, finalement, est spatialisé et donne l'impression que le son vient de toutes parts. Et donc, ça trouble les sens et ça permet d'augmenter et de s'immerger complètement, finalement, dans un parcours sonore qui se superpose au parcours de visite que vous faites physiquement. On a en fait des espaces dédiés où là, en fait, on va plutôt mobiliser la vue et l'ouïe. C'est le cas, par exemple, au château de Chambord où il y a un espace dédié qui permet
de découvrir Chambord et des vues inaccessibles du bâtiment, notamment les toits, grâce à une expérience de réalité virtuelle. Et enfin, on a des propositions en fait, qui sont plus événementialisées, qui permettent de mobiliser l'ensemble du corps du visiteur dans le cadre d'une expérience collective de réalité virtuelle. C'est le cas, par exemple, de l'Odyssée à l'abbaye aux Dames, qui est une sorte d'escape game en réalité virtuelle et qui permet en fait à des visiteurs de pouvoir jouer en groupe et de découvrir donc de façon immergée tout un ensemble en fait de propositions qui tournent autour des collections. Donc ça, c'était plutôt présenté, enfin proposé sous la forme d'une exposition temporaire. Donc tout ça pour dire que ces propositions immersives, en synthèse, elles viennent enrichir, augmenter, troubler finalement le sens des visiteurs et potentiellement en fait enrichir, augmenter cette visite. Donc si on passe donc aux slides suivantes, donc comment on fait pour créer en fait ce type de projet? Eh bien finalement, il y a 3 grandes étapes et c'est le sens de cette étude, ça a été d'analyser en fait qui fait quoi, quels sont les acteurs et comment ils interviennent. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a tout d'abord une étape de production de création, sur laquelle on reviendra effectivement avec Frédéric Saint-Paul tout à l'heure, où on va faire appel à des compétences externes qui sont portées souvent par des entreprises privées, qui viennent de l'audiovisuel ou des industries culturelles et créatives, et qui viennent finalement apporter leur expertise et leur expertise du numérique et de la narration et leur technologie au service d'un lieu patrimonial. Ces acteurs sont extrêmement variés. Ça peut être des studios de production audiovisuelle. Exemple, Gédéon Programme, il y a un producteur de documentaires qui a décidé en fait de décliner certains pans de ces documentaires en fait en expérience immersive. On a des gens qui viennent de l'architecture ou de la taille de pierre, comme Art Graphique et Patrimoine, ou Iconem, qui travaillent sur la modélisation 3D de monuments, ce qu'on appelle dans le jargon le BIM. Donc, ils vont reconceptualiser en fait des monuments en 3D à des fins donc plutôt scientifiques ou pour pouvoir travailler sur la taille de pierre ou l'architecture et la rénovation, mais ces modèles 3D peuvent être réutilisés aussi à des fins de médiation. On a des gens qui viennent du jeu vidéo. Ubisoft en fait collabore régulièrement avec différentes institutions culturelles pour développer des projets, ou des agences de médiation numérique qui travaillent depuis de longues années en fait avec un ensemble de musées et monuments, comme par exemple Mazelia, qui a fait le parcours en réalité mixte de la citadelle de Verdun, ou par exemple Mosquito, qui a fait l'expérience de réalité virtuelle collective qu'on a vu juste avant, l'Odyssée à la bibliothèque humaniste de Célestat. Donc, on a en fait des acteurs à la production et à la création qui sont extrêmement variés et qui ont des approches qui sont très spécifiques à leur milieu d'origine. C'est-à-dire que les gens qui viennent de l'audiovisuel ont l'habitude de faire plutôt ce qu'on appelle des coproductions, de coproduire des projets avec vous. D'autres ont l'habitude de travailler sous forme de prestations. D'autres ont l'habitude, en fait, de travailler sous la forme d'un mécénat de compétences. Donc, tout ça, on le reverra juste après. Deuxièmement, on a en fait tout un ensemble de distributeurs, de gens qui peuvent vous appuyer à l'exploitation, qui sont spécialisés ou généralistes. En termes de distribution généraliste, on commence à voir apparaître de plus en plus par exemple, des distributeurs d'expositions classiques qui s'intéressent de plus en plus à développer aussi une verticale dédiée aux expositions immersives. C'est le cas, par exemple, de Manifesto qui s'intéresse à développer ça, ou Tempora, une société belge qui développe aussi ce type de projet. Des distributeurs spécialisés, on a des plateformes de distribution, par exemple d'expériences en réalité virtuelle, comme Enframe Collection ou Diversion Cinéma, qui vont accompagner la diffusion de ce type d'expérience pour pouvoir vous proposer de les accueillir, par exemple, dans vos sites et vos monuments. Et puis enfin, on a aussi des exploitants qui se spécialisent dans la gestion de ce type de projet. C'est le cas, par exemple, d'Amaclio qui exploite la Cité de l'Histoire. C'est le cas, par exemple, aussi de Cultival qui gère l'exploitation d'un spectacle immersif dans le Dôme des Invalides qui a lieu en nocturne quasiment tous les soirs. Et puis enfin, on a des lieux de diffusion qui sont extrêmement variés, dont certains d'entre vous font partie, des monuments, des musées, des bibliothèques,
mais aussi des centres d'art numérique permanents et des lieux plus transitoires ou qui ont une programmation temporaire, des centres commerciaux, des halls des congrès, des friches industrielles qui vont accueillir de façon momentanée ce type de projet. Donc vous voyez en fait une palette extrêmement diversifiée et toute la difficulté de l'étude, ça a été de représenter cette diversité d'approches et cette diversité d'acteurs. Donc ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu plus ensuite donc sur 3 enjeux que je vais parcourir très rapidement pour pouvoir illustrer aussi 3 grandes tendances qu'on a fait ressortir dans l'étude. C'est tout d'abord en fait sur la conception. Cette première étape, eh bien, concevoir une expérience immersive coûte relativement cher. Deuxième chose, et ça je vais y revenir très rapidement juste après, il n'y a pas de public type, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites du numérique que forcément vous allez attirer de nouveaux publics. Ce n'est pas le format qui compte, c'est plutôt l'expérience que vous allez proposer. Et enfin, chaque expérience immersive est unique, et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que chaque expérience immersive doit finalement s'intégrer dans la politique globale d'un établissement culturel, et donc est très difficilement diffusable. Et c'est difficile finalement en fait de pouvoir la partager dans d'autres lieux. C'est ça en fait peut-être une des grandes difficultés sur l'itinérance de ce type d'expérience. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces trois thèmes. Donc tout d'abord sur le coût d'une expérience immersive qui draine finalement de nouveaux modèles de collaboration. Donc oui, effectivement, concevoir une expérience immersive peut coûter très cher. Alors, on peut être dans un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout envisager. On va avoir des expériences d'immersion sonore qui vont être très peu onéreuses, qui vont être de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, et on peut monter jusqu'à 1,5 million d'euros, par exemple, pour les plus importantes. Donc, généralement, on est plutôt sur un rapport de 1 à 10. Donc, ce coût qui est relativement fort nécessite des logiques de cofinancement, nécessite de coproduire. C'est-à-dire que chaque partenaire du projet apporte en fait ses compétences, son expertise, mais aussi éventuellement un financement. Et qu'éventuellement, on aille chercher aussi d'autres financements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces expériences immersives favorisent ces logiques de coproduction et favorisent finalement la recherche multiple de différentes sources de financement et de faire appel aussi quelquefois à de nouveaux guichets de financement type le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui se retrouve quelquefois à soutenir des expériences immersives dans des lieux patrimoniaux. Ça va consister aussi potentiellement à acquérir des contenus, c'est-à-dire les louer. Donc typiquement, prendre des projets qui existent déjà et pourquoi pas en fait pouvoir les réutiliser. Ça va, c'est le cas par exemple, c'est le modèle qu'a développé N-Frame Collection, qui est cette plateforme de distribution que j'ai évoquée juste avant, qui a pour objectif de proposer un catalogue d'œuvres en réalité virtuelle à différents lieux culturels. Ça va être par exemple de passer par du mécénat. Donc Ubisoft, par exemple, c'est ce studio de jeux vidéo, collabore de temps en temps avec des projets. Ici, vous avez un exemple, Lady Sapiens, qui est un projet qui a été développé notamment en Charente-Maritime, au Paléosite, et qui a fait l'objet en fait d'un mécénat d'Ubisoft. Et enfin, ça peut, à l'exploitation, consister à déléguer une partie ou la totalité de son projet donc à un partenaire tiers. Donc ici, par exemple, vous avez l'exemple de Tempora, et c'est ce distributeur d'exposition que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a fait une exposition à la Sucrière, et donc qui est en délégation de service public en fait, pour le compte de la Sucrière. Donc concevoir une expérience immersive coûte cher, mais aussi, deuxième élément, juste après, donc dans la présentation, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas forcément de public type. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que globalement, une expérience, et c'est ça aussi une des grandes conclusions de l'étude qu'on a pu mener, c'est une expérience en fait immersive n'est pertinente que si elle est vraiment intégrée dans la politique globale d'un établissement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans l'étude. C'est-à-dire qu'une expérience immersive est pertinente lorsqu'elle est intégrée à un lieu et qu'elle qu'elle est définie de façon respectueuse à une scénographie, à
un lieu dans tous ces espaces, si elle est définie, en fait, bien sûr, par rapport à un positionnement scientifique ou éditorial, si elle est définie par rapport à une programmation culturelle, si elle est intégrée à une politique tarifaire et si bien sûr, en fait, sont anticipés tout un ensemble de moyens, liés à son exploitation et si elle est bien valorisée, comme il le faut. Donc tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas le numérique qui va attirer des publics ou qui va développer des publics spécifiques, mais c'est vraiment la thématique, la qualité de l'expérience, sa facilité d'accès, la façon dont on communique dessus, qui va vraiment permettre de diversifier les publics. Il n'y a pas de numérique magique, bah, c'est ça en fait, l'une des grandes conclusions. Je passe, rapidement, vous avez quelques idées aussi en termes de fréquentation de ces différentes expériences. Et enfin, chaque expérience immersive est unique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est le fruit de la combinaison d'un ensemble de choix pour pouvoir être le mieux intégré possible à un lieu. Il y a des choix qui doivent être portés en termes d'expérience, donc choisir qu'est-ce qu'on veut offrir finalement à, ces visiteurs. Est-ce qu'on veut une expérience individuelle, collective? Est-ce qu'on veut équiper le visiteur? Est-ce qu'on veut équiper plutôt des espaces? Est-ce qu'on pense à une immersion partielle du visiteur, totale? Est-ce qu'on veut un temps de visite long, court? Quels sont les sens que l'on souhaite activer? C'est aussi, une expérience qui va être définie en fonction de sa capacité d'investissement, en fonction des moyens que l'on peut avoir et des modèles de collaboration qu'on envisagerait dans ces cas-là. Heu, donc ça nécessite de faire un plan de financement et enfin, ça nécessite en fait de réfléchir à sa capacité à exploiter le projet, à le maintenir, à le mettre à jour. Puisque trop de projets numériques finalement finissent un peu dans les abysses, de tout un ensemble de lieux culturels et donc l'idée en fait, c'est vraiment de mener une réflexion le plus en amont possible sur la façon d'intégrer ces expériences dans sa billetterie, dans une programmation, heu, dans, dans un lieu, parce qu'en fait, c'est un dispositif éphémère ou pérenne. Réfléchir éventuellement à sa logique de diffusion, c'est-à-dire que potentiellement, l'expérience qu'on propose dans son lieu patrimonial peut potentiellement être diffusée dans d'autres, avec la complexité en fait que plus on veut faire du cousu humain, plus c'est difficile finalement à faire itinérer. En termes aussi de mobilisation humaine, pour pouvoir exploiter ce projet et enfin, en termes de rentabilité, sachant qu'il y a eu une vraie réflexion aussi sur la rentabilité de ces dispositifs qu'on a mis en avant dans l'étude. Est-ce qu'en fait, il est, rentable ou non, de pouvoir développer certaines expériences? La réponse est très nuancée, c'est pas forcément, la panacée sur tous les projets, ça nécessite vraiment une analyse très fine. Donc, la principale conclusion de l'étude, c'est que, finalement, il faut toujours, aller, faut pas aller avec des idées simples vers l'Orient compliqué, mais plutôt, en fait, vraiment aborder toute la complexité, en fait, finalement, heu, d'une expérience en prenant en compte tous ces éléments. Et donc suite, à cela, juste, je présente voilà, un des, une des représentations qui est présente dans l'étude, je la décris très rapidement. En fait, là, on a pris 2 projets et l'idée, en fait, ça a été de voir, en mettant des curseurs, heu, sur ces 2 projets, l'Odyssée sonore d'un côté au Théâtre Antique d'Orange et Chambord VR de l'autre, de voir, en fait, finalement, qu'est-ce qui caractérise ces expériences et de montrer qu'elles sont très différentes les unes des autres. Voilà. Et ce que je vous propose tout de suite, pour illustrer ça, c'est d'accueillir, Frédéric Saint-Paul, heu, avec qui on va mener un échange. Donc le temps qu'il se connecte, peut-être vous Oui. présenter très Est-ce que rapidement. bonjour, je suis Oui, là. parfait, merci. Merci Frédéric, bonjour. Bonjour. Donc, peut-être revenir, sur, déjà en fait présenter la Biodame. Donc, 24, une équipe de 24 personnes, 50 000 visiteurs en 2022, un budget de 2,8 millions d'euros. Donc ça, c'est quelques chiffres, 50 en ressources propres. Ça, c'est plutôt côté chiffres, mais est-ce que Frédéric, vous pouvez nous présenter peut-être, en quelques mots, ce qu'est l'abbaye aux dames? Alors, l'abbaye aux dames est un monument qui aura 1000 ans en 2047. Ça nous rend humbles, par rapport à ce qu'on y fait aujourd'hui. On n'est qu'un petit bout de son histoire. Cette histoire, à laquelle le centre culturel, de rencontre, donc on a le même label que la Saline Royale, un label d'État, donc de CCR. Heu,
l'abbaye aux Dames abrite le projet du CCR depuis une cinquantaine d'années avec la création du Festival de Saintes. Donc cette abbaye bénédictine a connu tout un parcours religieux évidemment, puis elle a été en déshérence comme beaucoup de bâtiments de ce type-là, avec des fortunes diverses. Elle a été une caserne, puis une prison, puis un lieu complètement délabré, pour être rénovée par un projet culturel il y a donc 50 ans maintenant, avec la création du Festival de Saintes. Et de cette histoire est née la création donc d'un centre culturel de rencontre dans les années 90, avec justement un projet artistique et culturel dans ce monument autour de la musique baroque principalement, et avec toute une série d'activités culturelles et artistiques. Donc le festival, une saison de concerts, des résidences artistiques, et puis un jeune orchestre de l'abbaye, qui est une formation supérieure pour jeunes musiciens en devenir, que l'on accueille tous les ans, et c'est adossé à un master en musicologie avec l'université Poitiers-Tours. Voilà pour l'activité artistique et culturelle. Tout ça abrité dans un monument. L'abbaye et le centre culturel de rencontre a aussi la charge de la valorisation du patrimoine. Et il y a une dizaine d'années, on a fait le constat que la partie visite, enfin approche médiation du patrimoine, était un peu en souffrance. On avait un audio guide classique, très didactique, qui avait une approche, on va dire, pour un public averti, un peu restreint. Ouais, si vous n'aviez pas fait histoire de l'art, vous aviez toutes les chances de rester un petit peu en dehors de la proposition. Et puis surtout, ça ne faisait pas du tout état de cet aspect musical, sonore, comment l'abbaye était devenue un écrin pour ce projet musical. Fort de ce constat, on a donc réfléchi à ce projet qui est devenu donc Musique Aventure, donc il y a une dizaine d'années, avec un certain nombre de modules que je vais commenter. Voilà un peu en quelques mots l'histoire de l'abbaye, sachant qu'on a une activité aussi touristique, puisqu'on a une boutique, bien sûr, un restaurant, et puis un hôtel de 33 chambres, et de la location de salles pour de l'événementiel. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Donc aussi à rappeler, et ça c'était quelque chose qu'on avait partagé aussi dans le cadre de l'étude, c'est qu'1 euro investi dans l'abbaye, en fait, c'est 6 euros de retombées aussi économiques sur le territoire. On y Oui. reviendra peut-être aussi un petit peu plus, notamment dans l'approche que vous avez eue. Donc pour valoriser le volet patrimonial de l'abbaye aux Dames, vous avez pensé à un projet qui est extrêmement intéressant à 2 points de vue, et puis à d'autres bien sûr, mais principalement, c'est le fait que ce soit un programme pluriannuel et un Oui. programme qui s'ancre réellement dans le territoire et qui vraiment mobilise un ensemble d'acteurs. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de présenter ce programme pluriannuel, comment il a été Oui. défini, et puis peut-être de revenir comment vous avez mobilisé en fait finalement les différents acteurs de votre territoire sur ces projets-là. Oui, alors c'est parti de pour la mobilisation des acteurs du territoire, c'est parti d'abord d'un échec, mais je vais y revenir. Je vais d'abord présenter l'aspect modulaire du projet et l'aspect pluriannuel, qui nous a été présenté dès le début comme ça, par l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés dans cette expérience-là. Comme je le disais à l'instant, l'aspect sonore des lieux n'était absolument pas traité dans l'offre de visite avant l'ouverture donc des voyages sonores en 2016. Il s'agissait, pour nous, de trouver des protocoles de visite qui ne perturbent pas les usages, puisque on n'est pas les seuls occupants, c'est-à-dire que le centre culturel de rencontre n'est pas le seul occupant du monument, puisqu'on a un conservatoire de musique sur les 2e et 3e niveaux du bâtiment, et on a aussi une paroisse, et on est dans une zone, c'est la particularité de l'abbaye aux Dames, une zone urbaine avec de l'habitat. Et donc, imaginez une immersion sonore, comment dirais-je, avec des enceintes, semblait compliqué, enfin même impossible. Et il nous a été proposé donc d'utiliser une technologie en son binaural 3D, donc avec la possibilité de vivre de manière sonore à 360 degrés un certain nombre
récits, à la fois historiques, mais pas que, de récits avec une écriture dramaturgique. Et donc, on a proposé en 2016 donc le lancement de ce qu'on appelle aujourd'hui donc les voyages sonores avec 2 scénarios. C'est une sorte de cinéma pour les oreilles. Les gens partent à l'aventure, enfin partent en voyage avec un parcours et ils sont détectés par des bornes et on leur envoie un contenu sonore 3D qui appelle le regard, les surprend derrière, leur permettent de croiser des personnages dans les escaliers, un certain nombre d'événements sonores comme ça qui rend la visite, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait immersive, sans filtre d'écran devant les yeux. Donc ça a été pour nous, enfin pour moi, au moment du lancement de ce projet, puisque je suis chef de projet depuis le début, ça a été une révélation, c'était de pouvoir proposer une sorte d'installation sonore sans gêner le voisin, quoi. Et surtout de pouvoir proposer aussi sur un timecode identique des scénarios différents en fonction de votre envie, de votre façon d'aborder la visite d'un monument. Donc on a 2 voyages. On a le voyage initiatique, qui est un voyage, j'ai envie de dire, qui parle du projet de l'abbaye, puisque c'est une voix féminine, puisque la musique est une femme à l'abbaye aux Dames. Et cette voix féminine, c'est une chanteuse qui est une chanteuse lyrique, qui nous commente l'histoire de la musique par le prisme de l'histoire de l'abbaye, et vice-versa, d'une certaine manière, faisant des analogies entre la vie monastique et la vie de l'orchestre, en termes de hiérarchisation, etc. C'est un voyage qui emmène les gens jusqu'au clocher de l'abbaye avec une vue sur Saintes. Donc, lancement de ce projet en 2018, première brique, en fait, finalement, dans cette 2016, pyramide. 2016. 2016, pardon. Et puis ensuite, 2016. après, Première je vous laisse brique, ouais. dérouler les autres projets rapidement. Première brique de ce projet, donc ces voyages sonores. Deuxième brique, c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran, là, c'est le carrousel musical. Parce que la particularité du son, c'est que, enfin, c'est pas une particularité, c'est que ça ne se voit pas. Et donc, en matière de communication, pour créer de l'attractivité, c'était pour nous assez compliqué. Et donc, dès le début, dans le projet modulaire qui nous avait été proposé, il y avait la réinterprétation du clocher à travers la mise en place d'un carrousel autour de l'interprétation musicale. Et donc en 2018, on a donc inauguré donc le carrousel musical, qui est un peu notre, toute proportion gardée, notre pyramide du Louvre, qui a créé de gros débats locaux, et qui en fait abrite donc un basilic, c'est l'oiseau que l'on voit au milieu là, qui est issu du bestiaire roman, et qui est jonché d'instruments de musique numérique. Les gens chevauchent cette bête fantastique et partent pour un tour de manège classique, hein, ça tourne, sauf que sur un manège classique, vous prenez une petite voiture ou un avion, et là, en réalité, bah, vous choisissez un instrument et vous partez pour une improvisation sur ce manège-là. Voilà, ça a été inauguré en 2018. Arrive donc le Covid, et donc là, on a fait une petite pause dans nos investissements, et donc depuis l'année passée, on a donc lancé ce qu'on intitule aujourd'hui l'Odyssée, le défi, qui est donc un jeu qui se joue en équipe cette fois, autour de la composition musicale. C'est-à-dire que les gens partent à l'aventure autour du site de l'abbaye et remplissent un certain nombre enfin, comment dire, joue sur un certain nombre de défis à la fois musicaux et d'enregistrement et d'exploitation sonore des lieux. Et ensuite, ils reviennent avec leur matériel. Là, pour le coup, il y a une tablette pour le chef d'équipe et puis des smartphones. Et ils déversent ça dans une station numérique de montage et ils deviennent compositeurs et ils peuvent continuer l'aventure à la maison pendant 3 mois. Voilà en gros comment on a traité un certain nombre de registres, c'est-à-dire le registre de la découverte avec les voyages sonores, le registre de l'improvisation avec le carrousel musical, et enfin le registre de
la création, de la composition avec l'Odyssée. J'ajouterai un dernier petit module qui, lui, est une collection qui s'enrichit d'année en année. C'est ce qu'on appelle les siestes sonores, puisque les concerts du festival font l'objet d'enregistrements en son 3D. Et on propose toute l'année des siestes sonores où là, les gens ont une collection de concerts à écouter avec cette technologie-là. Voilà en gros le projet Musique Aventure où il en est aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric. Et effectivement, en fait, pour mener ces différents projets de façon pluriannuelle, il y a la mobilisation d'un ensemble d'acteurs territoriaux, touristiques, économiques, et Ouais. la collectivité aussi qui est beaucoup impliquée, qui permet en fait de porter ces projets et d'être vraiment ancré sur son territoire. Par Ouais, rapport une à la... précision par rapport à ça, oui, excusez-moi, une précision par rapport à ça, c'est on a un comité de pilotage qui est une sorte de comité technique plus, d'ailleurs, qui suit l'ensemble de ces réalisations-là. Et ce comité est très pluriel, c'est-à-dire qu'on a une représentation économique avec l'Interclub Pro Synthé, en gros, c'est l'ensemble des clubs professionnels locaux. On a une représentation des habitants avec à la fois des centres sociaux et aussi l'ACMIS qui est le bailleur social. On a des gens de la culture, bien sûr, des partenaires financiers, et puis l'ensemble de nos administrateurs. On a le culte qui est présent. En gros, ça regroupe, ce comité de pilotage regroupe tout ce qui fait cité, c'est-à-dire l'ensemble des gens et qui sont contributeurs au projet. Et je pense que c'est ce qui lui donne sa pérennité. Voilà. Et ce qui permet aussi de transformer une expérience qui fait appel à du numérique, d'anecdotique, à vraiment une expérience en fait, qui est intégrée complètement sur son territoire, sur son lieu. Et c'est en ça aussi où c'est intéressant. Alors peut-être si on rentre un peu plus dans le détail assez rapidement, mais comment vous avez travaillé ces différents projets? Alors vraiment, juste en citant les différents acteurs et la façon dont vous avez travaillé et peut-être le budget. Et après, on aura un dernier temps d'échange sur les questions. Et voilà, peut-être décrire très rapidement en fait ces différents projets avec qui vous avez travaillé et comment et éventuellement combien ça a coûté. Ouais. Donc, on a travaillé avec un consortium au départ, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage avec AG Studio, qui est un cabinet programmiste qui peut accompagner ce type de projet et qui avait réuni autour d'eux, à l'époque, Modulo Digital, une agence numérique, voilà, et puis un producteur audiovisuel, l'agence Narrative. Donc, on a produit le premier module, les voyages sonores, avec ce consortium. Et les siestes sonores aussi. Ça coûte assez cher. Pourquoi? Parce que d'abord, on a été le premier site. Ensuite, il y a Volvicomte qui a proposé une proposition comme ça en son binaural 3D. On a été le premier site en France, voire en Europe, à utiliser cette technologie-là pour une immersion sonore dans les lieux. Il y avait une exposition au MoMA à New York autour de Björk utilisant cette technologie-là, mais la difficulté, c'est que si on veut être éthique et esthétique dans la proposition, il faut faire les tournages in situ. Donc, du coup, c'était assez cher. Ça a coûté 750 000 € le tournage de ces voyages-là en 2 langues et selon 2 scénarios. C'est-à-dire que ça faisait 4 tournages en tout. Donc, l'agence Narrative étant producteur de ça, et on était sur un modèle de coproduction. Concernant... Pour financer, Ouais. excusez-moi, Frédéric, pour financer alors cette somme-là, ce budget, vous avez fait appel, je crois, en fonds FEDER, c'est ça? Oui, alors on a eu les fonds FEDER, on a eu des fonds d'investissement du département de la Charente-Maritime. Et puis, alors il ne faut pas que je me trompe, mais la région est intervenue aussi sur ce module-là à travers un dispositif autour des arts numériques, me semble-t-il, ou je ne sais plus, c'est peut-être sur le carrousel. Et puis après, il y a eu de l'autofinancement sur ce premier module, avec un emprunt garanti pour partie par la ville. L'ensemble de nos partenaires qui financent le CCR, le comité de suivi, avec tous les partenaires, ont participé au comité de pilotage et ont tous trouvé des angles de soutien au regard des dispositifs qui pouvaient exister
de possibilités de mise en valeur du patrimoine. Mais sur ce premier module, l'enjeu pour nous était quand même de financer la moitié, c'est-à-dire qu'on a autofinancé la moitié de ce premier module. Donc avec une part d'autofinancement assez lourde. Mais ça nous a permis de passer de 6 000 visiteurs payants, on est un petit site, hein, de 6 000 visiteurs payants à 12 000 visiteurs dès l'inauguration, et ça ne s'est pas démenti depuis. Et on a aussi pu faire une augmentation tarifaire substantielle, sans jeter l'audioguide à la poubelle, puisque aujourd'hui il a une seconde vie, puisque on n'a pas fait du jeunisme non plus, on a conservé cette offre à destination d'un public, comment dirais-je, plus en quête de culture scientifique, on va dire. Ça, c'est pour le premier module. Pour le carrousel musical, il y a eu donc un peu d'autofinancement, des fonds FEDER, effectivement. Et puis pas mal de mécénat, avec notamment le concours de la Fondation Martel, qui a financé une partie des créations sonores, puisqu'il y a trois mélodies qui sont proposées sur ce manège-là. Au niveau des acteurs et des prestataires, là, cette fois, on a travaillé avec Blue Yeti, c'est un prototype en réalité. C'est un peu la particularité de Musique Aventure, c'est qu'on a toujours voulu être aussi dans une relation d'innovation. C'est une valeur que l'on porte, et du coup de proposer au public des prototypes en réalité. Et le logiciel qui embarque sur ce carrousel et dans le ventre du basilic est un logiciel qui est la première comment dirais-je, exploitation publique de iScore, qui est un logiciel de partition interactive où les gens ne jouent jamais faux. C'est intéressant pour Et éviter ça, que c'est ce assez soit magique, effectivement. cacophonique. Et là, Ouais. vous avez augmenté encore votre Oui, alors grâce. nombre de fréquentations et diversifié. Ouais. Éventuellement, il y a une question d'ailleurs dans le chat sur le sujet. Ouais, j'ai vu la question sur l'élargissement des publics et la diversité des publics. Alors effectivement, on a doublé, c'est-à-dire qu'on est passé de 12 à 25 000 visiteurs grâce au carrousel musical, qui a comment dirais-je, été un moteur attractif très fort. C'est-à-dire que les gens se prennent en photo devant. Il a fait un débat très, très important local avec certaines personnes voulant l'enlever dès le début de sa construction. Et puis maintenant, si on venait à l'enlever, c'est pour ça que l'analogie avec la pyramide du Louvre est un peu prétentieuse, mais c'est vraiment, on est un peu dans ce truc-là. Maintenant, si les gens, il ne faudrait surtout pas leur enlever le carrousel, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il a vraiment été une grande attractivité et même une image pour l'abbaye ces dernières années importante. On a changé de direction, donc moi je suis directeur adjoint et David Théodorizès nous a rejoint à la direction générale en 2021. Il connaissait deux choses de l'abbaye, c'était son festival bien sûr, puisque c'est son domaine de compétence, et le carrousel musical, parce que c'est quelque chose qui franchit les frontières en termes d'image. Et donc on a aussi doublé le nombre de visiteurs. Et pour répondre à la question que j'ai vue sur la conversation, on a effectivement constaté un changement avec quand même une représentation familiale plus importante dans nos visiteurs, quelque chose de beaucoup plus transgénérationnel et notamment pour nous la manière de l'identifier a été le livre d'or, où on s'est retrouvé avec des smileys sur le livre d'or, un vocabulaire complètement différent de ce qu'on pouvait avoir jusqu'alors, avec un vocabulaire beaucoup plus jeune, beaucoup plus enfantin, et puis des dessins, des choses qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et la dernière brique. Oui. Donc, et après, il y aura il y a une question après sur la fréquentation globale. Donc justement, Ouais. vous Alors, voyez petit à petit, en fait, plus les briques se sont accumulées, plus la fréquentation finalement a augmenté aussi, avec ces oui. parenthèses Covid, mais c'est intéressant aussi de le montrer.
Oui, alors en fait, la dernière brique, c'est donc l'Odyssée. Alors là, on n'a pas de recul vraiment parce que ça date de 2023. On est, alors attendez, parce que j'ai un petit souci de batterie. Je vais essayer de gérer ça en même temps. On est, sur une fréquentation qui, là, pour le coup, n'a pas, augmenté sur la fréquentation payante. Quand on affiche 50 000 visiteurs, sur le site, c'est sur l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire, le festival, l'activité hôtelière, et comment dirais-je? L'ensemble des locations de salles. Donc, on est aujourd'hui sur un visitorat musique aventure et audio guide payant de 30 000. Voilà. On est passé de 6 000 à 30 000 en 10 ans avec musique aventure. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière très claire. Donc c'est très clair, merci. En tout cas, Merci beaucoup. Merci beaucoup à ça Frédéric permet de Saint-Paul. mmh, Merci ouais, beaucoup. On va passer, bon, il nous reste pas beaucoup de temps pour les autres témoignages, mais on va avoir un petit témoignage du Musée national de la Marine Je suis avec désolé. Chloé Chassepoul que j'invite à prendre la parole. Et puis après ça, s'il y a d'autres personnes, voilà, qui veulent faire des petits témoignages plus rapides, plus spontanés, vous serez également les bienvenus. Merci à Chloé. Merci beaucoup. Bonjour, donc Chloé Chassepoul, je suis chargée de médiation référente numérique au Musée national de la Marine, donc au sein du service médiation. Et je vais essayer de faire vite pour vous parler du parcours sonore, immersif qu'on a produit, au sein du service. Donc c'est un parcours sonore qui est diffusé dans notre application de visite, La Boussole. Donc vous avez des exemples de capture d'écran de cet outil, dans le PowerPoint. Donc c'est une application de visite qui a été développée par Livdeo et c'est un outil de médiation embarqué qui a été mis en place du coup dans le cadre de la réouverture du site, de Paris du musée, donc qui a rouvert, récemment en novembre 2023. Donc cet outil-là a bénéficié en fait du budget, qu'on a eu pour la rénovation le projet de rénovation du site de Paris. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir une application, accessible à tous les visiteurs. Donc elle est gratuite et sans téléchargement, elle est soit disponible depuis le smartphone des visiteurs ou depuis du matériel en prêt, à l'accueil du musée. On a en termes de contenu, je veux bien, qu'on passe à la diapo suivante. En termes de contenu, merci, on a 4 parcours, guidés. Heu et on a aussi, donc des parcours guidés avec un fil rouge narratif et on a aussi une soixantaine de contenus enrichis qui sont disponibles en fait, en scannant, les œuvres et ces contenus-là sont identifiés dans le parcours avec des pictos sur les cartels. Donc l'objectif, c'était vraiment de proposer une diversité d'approches et de registres avec cet outil. Peut-être qu'on peut il est vraiment pas très long, mais on peut peut-être lancer le teaser du parcours immersif pour vous donner une idée, si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Vous l'entendez pas? C'est Non. très non, bon, c'est pas grave. Sinon, il est disponible aussi sur le site Oui. internet du musée, si Mmh. jamais. Pour le parcours sonore immersif, du coup, c'était pas un travail de coproduction. C'était une mise en concurrence 3 devis pour sélectionner la société productrice. Donc on a travaillé, aussi avec la société narrative. Et donc pour la rédaction des textes, ça s'est pas fait en interne, c'est Marion Augustin, qui a rédigé les textes. Le public cible de ce parcours, c'est plutôt adulte, donc c'est un parcours qui dure environ, 1 h 15, qui est entièrement, sonore et pareil, c'est un parcours en son binaural. On a environ 16 arrêts, dont l'intro et la conclusion, donc à chaque fois, on a aussi des arrêts face aux œuvres. Et vraiment l'objectif du parcours, c'est en fait, on a au musée, dans le nouveau parcours, on a vraiment beaucoup de visuels, d'audiovisuels et l'idée, c'était aussi de proposer, des choses plus sonores au sein de l'outil de la boussole, dont l'envie aussi de proposer ce parcours immersif. Donc l'idée, c'était de donner du contenu sur les œuvres par le son et d'immerger les visiteurs, en fait, dans la vie à bord, et dans le quotidien des gens de mer. Donc on peut se retrouver, au cœur d'un chantier de construction navale, dans un phare, sur un bateau de sauvetage. Enfin voilà, on a à chaque fois face aux œuvres des petites scénettes en lien avec l'objet, que les visiteurs ont sous les yeux.
On a aussi, donc c'est un parcours qui est guidé, donc on a du guidage audio et des transitions musicales pour aller d'un arrêt à l'autre. Voilà, on est vraiment sur un registre poétique et sensible puisqu'en fait, c'est la mère qui est narratrice et qui, au fil du parcours, raconte des souvenirs. La difficulté qu'il y a eu pour ce parcours-là, c'est qu'on a comme le musée était en totale rénovation à la fois d'un point de vue architectural et scénographique, c'est qu'on a vraiment conçu le parcours, sur plan. Donc, tous les arrêts, enfin la sélection des arrêts a été faite vraiment, en n'ayant pas possibilité d'aller dans les espaces et même la rédaction des, comment dire, des transitions et des guidages a dû se faire dans un parcours qui n'était pas terminé. Donc on n'avait pas du tout en tête, les flux les nœuds de circulation ou les flux de passage. Donc là, on est aussi en période de rodage pour voir si ça fonctionne bien ou pas, ou s'il y a des ajustements, à faire. Et l'autre difficulté aussi, c'est on s'est aussi adapté à un outil, donc la web app, développée par Livedeo, qui est pas un outil à la base qui permette vraiment l'utilisation de parcours, immersifs comme ça peut être le cas à l'abbaye de Saintes, puisque là, en fait, le son ne se déclenche pas. On n'a pas des bornes qui permettent que les arrêts se déclenchent. C'est le visiteur qui doit quand même cliquer pour passer d'un arrêt à l'autre et le son se déclenche, automatiquement. Donc voilà, on s'est un peu adapté aussi, à l'outil pour essayer de proposer une expérience qui soit la plus immersive possible et pour que le visiteur ait en fait le moins d'interaction possible, avec son écran. C'était ça l'objectif. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Je ne sais pas Parfait, si vous avez des merci, questions. merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou si quelqu'un d'autre veut rebondir sur un témoignage différent, profitez-en, il nous reste quelques minutes. Donc, j'ai affiché donc ici quelques mots-clés si quelqu'un veut prendre la parole, voilà, pour rebondir sur des difficultés rencontrées, des questions de mobilisation territoriale, des bonnes pratiques. Sinon, si c'est pas le cas, on pourra passer à la conclusion. On Ouais, moi j'ai une question du coup, parce que nous, justement pour l'outil, la boussole, on a beaucoup et puis, pour les différents parcours qu'on a produits, on a beaucoup travaillé en amont aussi, enfin pendant la phase de conception avec des publics. On a fait tester nos parcours et l'outil. Est-ce que ça a été le cas aussi, pour la cité musicale ou pas du tout? Est-ce que vous avez travaillé un peu avec des usagers pour tester vos dispositifs? Oui, vous m'entendez? oui, Vous oui, mettez oui. oui, oui, alors notamment sur, l'Odyssée, le jeu, l'escape game, musical et de composition où là on a fait plusieurs panel tests en fait. Où on a travaillé avec, on a élargi les ambassadeurs potentiels du projet en réunissant, en demandant justement aux membres du comité de pilotage très pluriel là, de contacter les amis des amis pour avoir des classes d'âge différentes et faire des tests. Donc ça a été fait au moment de la production de l'Odyssée. Et d'ailleurs, ça a permis de réorienter un certain nombre de choses. Et l'expérience de 2023 nous fait encore réagir sur la possibilité de revoir un certain nombre de formats et d'être sur une saison 2, on va dire, de l'Odyssée, un peu différente de l'édition de lancement, en fait. OK. Moi, j'en profite pour juste dire un petit mot sur la rentabilité. Nous, on n'a pas d'objectif de rentabilité, on a des objectifs d'équilibre. Je pense que là, il y a, le centre culturel de rencontre a ses activités rentables commerciales qui sont l'hôtel, la boutique, le restaurant, qui rentrent d'ailleurs dans un champ concurrentiel. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est mis en concurrence dans le cadre d'une AOT par rapport à notre propriétaire qui est la ville. En revanche, sur l'aspect culturel de création,
c'est un objectif que l'on n'a pas, en fait. On a un objectif d'équilibre. Alors, la rentabilité n'est pas possible, selon moi, hein, n'est pas possible sur ce type d'investissement au regard de sites comme les nôtres, où finalement, on n'est quand même pas sur un tourisme de masse. Voilà, Saintes est au cœur de la Charente-Maritime, proche de Cognac, entre Cognac et La Rochelle, mais n'est pas sur un flux suffisant pour atteindre une rentabilité d'ordre privé, on va dire. C'est une des conclusions d'ailleurs aussi majeures de l'étude, hein. C'est de se rendre compte que la rentabilité est relativement faible, l'équilibre peut être atteint avec une bonne conception et une bonne exploitation, mais la rentabilité, en fait, elle nécessiterait dans ce cas-là d'envisager des projets qui soient les plus diffusables possibles, les plus itinérants, et donc finalement qui sont en contradiction totale avec ce qu'on évoque, c'est-à-dire vraiment travailler sur des projets qui soient les plus intégrés possibles. Voilà. C'est ça le paradoxe en fait aussi majeur de cette étude, c'est que faire des bonnes expériences immersives patrimoniales, c'est s'intégrer complètement dans un site, mais ça veut dire aussi que c'est un investissement qui peut atteindre un certain équilibre, mais qui est plutôt un investissement que réellement un projet rentable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, enfin, moi, je partage complètement ça, et en revanche, ça participe directement de l'attractivité de la ville. Et quand on a, on a travaillé sur justement une étude de marketing avec un travail, comment dirais-je, d'études sur les retombées économiques réelles sur le territoire. Et c'est comme ça qu'on est en capacité de dire aujourd'hui que 1 € investi dans l'abbaye aux Dames, c'est 6 € de retombées pour l'ensemble du territoire. Par contre, l'euro investi dans l'abbaye aux Dames permet à l'abbaye aux Dames d'être à l'équilibre, mais pas de faire un trésor, en fait. C'est notamment effectivement ce que disait Antoine, ce qu'on a voulu démontrer à travers l'étude, parce qu'il peut y avoir des fantasmes hein, quand même sur la rentabilité de solutions comme celle-ci. Effectivement, ce qu'a montré Antoine tout à l'heure, c'est qu'au regard du coût d'investissement initial, c'est très rarement le cas, sauf peut-être à de rares exceptions, notamment dans des grands centres urbains, des grandes métropoles. Mais voilà, ça reste quand même des exceptions, et viser l'équilibre est déjà un objectif qui est plus atteignable. Ouais. Sur les voyages sonores, on arrive à couvrir avec la billetterie, parce qu'on n'a pas de financement en plus sur cette activité-là par ailleurs, en dehors du financement du CCR par une clé de répartition, mais on n'a pas de financement d'activité, on va dire. On arrive à couvrir l'amortissement de l'investissement. Voilà. Et là, en 2026, l'amortissement va arriver au bout, et il faut absolument réfléchir au renouvellement du contenu. Peut-être sur les voyages, créer un autre voyage, peut-être sur ce parcours-là. Donc ça coûtera moins cher, mais nécessairement, il faudra remettre de l'argent pour pérenniser et continuer à être attractif avec cette proposition-là, notamment sur le tourisme de l'intérieur, qui est le premier ambassadeur en fait de notre activité, c'est-à-dire les gens du territoire. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Je pense que s'il n'y a pas d'autres témoignages, on va pouvoir conclure. Donc, merci beaucoup à Antoine Roland, à Valère Rousseau, également aux témoignants, à Chloé Chaspol, à Frédéric Saint-Paul. Merci beaucoup à tout le monde également pour votre présence nombreuse. On a quelqu'un qui veut prendre la parole pour terminer peut-être? J'entends une voix ou pas. Parfait, ben, merci beaucoup en tout cas, et sachez que le webinaire sera disponible en replay. Pour conclure, vous avez ici un QR code pour retrouver l'étude donc qui est accessible sur Internet, également un lien pour aller plus loin, pour retrouver un site qui référence tous les acteurs de la création numérique française. Donc voilà, on vous invite à consulter ces liens si vous voulez creuser la question davantage. Merci beaucoup à toutes et à tous. Oui, je me joins à Louisa pour vous remercier, et je mets le lien de l'étude aussi dans le chat. Et il y a 5 documents voilà, qui représentent l'étude, donc n'hésitez pas à tous les consulter. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.
Au revoir, bonne journée.